Il est ce qu'on appelle un économiste atterré. Jacques Généreux publie La Déconomie, où il tire à boulet rouge sur l'impasse de la politique économique actuelle. Jacques Généreux est l'invité du Grand Angle. Bonjour Jacques Généreux. Bonsoir. Alors vous êtes professeur d'économie à Sciences Po, vous avez écrit une vingtaine de livres sur l'économie, les politiques économiques de gauche ou de droite, et votre dernier livre frappe fort, vous y parlez de ceux qui dirigent l'économie mondiale, vous dénoncez leur aveuglement, leur inefficacité, leur cupidité, même leur bêtise ou leur incompétence, d'où le titre du livre, La Déconomie. Alors l'économie de marché qui domine le monde aujourd'hui, vous utilisez le terme, elle déconne à ce point, elle nous mènerait à la catastrophe ? Oui, alors c'est pas juste un souci de provocation, la déconomie. C'est comment nommer autrement le fait qu'aujourd'hui on a un système économique qui fonctionne tellement uniquement en vue de la seule rentabilité financière maximale qu'il finit par maltraiter les gens au travail, jusqu'à les pousser au suicide, qui tue les gens. Un système qui a bloqué toute transition écologique, qui fait qu'on respire un air cancérigène et qu'on mange de l'alimentation cancérigène. Un système qui fait qu'on a des crises financières à répétition. La dernière, en 2008, on a vu le résultat. C'est-à-dire qu'on a laissé libre cours au pouvoir de la finance spéculative et qui fait qu'un sous-secteur du crédit immobilier américain peut mettre l'économie mondiale à la crise des subprimes. À l'arrêt. Voilà. Et le fait que face à ça, les politiques économiques qui sont menées sont absurdes. On l'a vu en Europe. C'est pas seulement qu'elles nous ont pas protégés contre la crise, elles ont aggravé la crise. Et si tout cela n'était que l'effet d'une incompétence des politiques, mais après, quand on regarde ce qu'on enseigne finalement comme théorie économique, on s'aperçoit que ces hommes politiques, ils ont été formés à une théorie économique, à des modèles économiques qui eux-mêmes sont absurdes et complètement faux. Donc comment vous dites ? C'est incroyable, c'est fou, c'est à proprement parler déconnant, c'est le terme. Les premiers qui sont dans votre viseur, si on peut dire, ce sont d'abord les économistes. Alors les journalistes aussi en prennent pour leur grade, surtout les éditorialistes, les politiques, les dirigeants politiques, les universitaires, mais d'abord les économistes. Non, je dirais pas d'abord, c'est pas les premiers. C'est un phénomène général. Ce qui est impressionnant, c'est que comment se peut-il que, alors qu'il est évident, par exemple, que les politiques d'austérité en Europe, c'est juste une absurdité, ça ne marche pas, c'est catastrophique. C'est pourtant celle qui est imposée à l'Europe depuis des décennies. Oui, alors qu'il est évident que le fait que l'Europe s'interdise l'usage efficace, par exemple, des instruments de la politique budgétaire, ce qui est autorisé dans tous les autres États du monde, ce qui fait qu'elle est désarmée face à la crise et qu'elle ait fait une contre-performance. C'est idiot et c'est absurde. Ce qui voudrait dire politique budgétaire, ça voudrait dire d'augmenter la dette. Ces politiques budgétaires, c'est faire les investissements publics qui sont nécessaires pour l'avenir et on y répondra tout à l'heure. Mais... je vais y répondre. Qu'est-ce qu'on fait alors, oui. Je vais y répondre. Ouais. Mais ce qui est absolument incroyable, c'est que c'est l'espèce d'unanimité ou de consensus d'une certaine presse économique, de grands professeurs d'économie, de politiques de gauche comme de droite, pour dire on peut pas faire autre chose. On peut pas faire autre chose que des trucs idiots et absurdes. Donc comment vous expliquez ça ? Et donc je dis que et c'est un homme de gauche qui parle, donc ça a son sens. Un homme de gauche proche de Jean-Luc Mélenchon, il faut le dire. Absolument, donc de la vraie gauche. Je dis que, certes, on sait que certains milieux, certains soutiens de ces politiques défendent des intérêts économiques particuliers, une certaine classe, etc. Mais on ne peut pas faire l'hypothèse que tous les intellectuels, tous les économistes, tous les experts, tous les journalistes qui se sont mis à soutenir ces politiques absurdes le font au nom d'un intérêt sordide ou d'un calcul de classe parce qu'ils sont au service du capital. Ça n'a pas de sens. Donc il faut prendre au sérieux le fait que s'ils soutiennent ces idées, ces politiques absurdes, c'est qu'ils y croient vraiment. Ouais. Donc nous sommes confrontés à un vrai phénomène qui est une espèce d'épidémie de bêtises, car ces idées folles, ce système fou, ces politiques absurdes, eh bien c'est elles qui constituent finalement la croyance dominante aujourd'hui. Oui, mais alors ils se tireraient une balle dans le pied s'ils étaient aussi stupides que vous le dites, puisqu'ils iraient contre leur propre intérêt. Eh bien, c'est un des éléments assez impressionnants si on considère, par exemple, l'intérêt des entrepreneurs. Les entrepreneurs, je parle pas les patrons et les actionnaires de grandes boîtes qui font juste du fric et des profits sur toute la planète et qui se fichent pas mal de ce qui se passe chez nous et de l'activité. Non, je parle des entrepreneurs qui investissent, qui essaient de défendre l'emploi, de faire progresser l'entreprise. Les travailleurs, les salariés, ceux qui font réellement quelque chose. Tous ces gens-là ont intérêt à un système économique où la concurrence soit mieux régulée, où on ne soit pas ouvert à tous les vents d'une compétition déloyale, où on n'ait pas des politiques absurdes qui nous imposent l'austérité en temps de crise. Et donc tout le monde aurait intérêt à d'autres politiques, à d'autres systèmes. Mais la croyance générale qu'on ne peut pas faire autrement bloque énormément de choses. Et alors ce qui est étonnant dans votre livre, c'est que vous dites « nous ne vivons pas dans une économie de marché mondialisé », contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Alors je vous dis, il y a une mondialisation de l'économie, mais quand je dis d'abord, il faut bien interroger les mots. Économie de marché mondialisée, c'est un truc pour cacher la réalité de notre système. Une économie de marché, c'est une économie dans laquelle ce serait la concurrence des marchés qui décideraient des prix, il y a cette idée d'équilibre, si vous voulez. Voilà, c'est pas le cas. Et donc il n'y a pas de pouvoir. On n'est pas dans un système économique de ce type. On est dans un système de pouvoir. C'est-à-dire que vous avez des grandes entreprises capitalistes, multinationales, mondiales, qui contrôlent la plupart des secteurs et des marchés, qui font la loi, qui font les prix, qui imposent leurs conditions sociales, qui peuvent même imposer des politiques fiscales et sociales en faisant du chantage à la délocalisation. Ça, c'est pas une économie de marché, c'est une économie capitaliste, monopolistique, où quelques grands intérêts ont la réalité du pouvoir économique et imposent leurs lois. C'est pas la bonne loi du marché, hein, le dimanche, le marché dominical, hein, où vous avez les charcutiers qui se font une saine et loyale concurrence. Moi, j'ai rien contre Donc, dans l'expression marché libre, vous dites c'est pas si libre que ça, en fait. C'est une grande illusion. Voilà. Nous ne sommes pas dans des économies de marché libre, nous sommes dans des économies de pouvoir où ceux qui détiennent l'argent ont le pouvoir. Mais ça ne suffit pas. C'est pour ça que le sous-titre de mon bouquin, c'est quand l'empire de la bêtise surpasse celui de l'argent. Ça n'explique pas. Mais quand même un mot sur l'argent, parce que vous venez de faire allusion, c'est ce qu'on appelle en fait la financiarisation de l'économie. C'est-à-dire que c'est au final, c'est les actionnaire qui ont le pouvoir. C'est-à-dire c'est ceux qui détiennent effectivement le capital. Et comment ils l'ont? Ils l'ont parce que depuis 30 ans, on a libéré totalement la finance, la libre circulation des capitaux, la possibilité avec le capital de fabriquer n'importe quel instrument financier pour faire des profits avec de la pure spéculation. Et c'est cette libéralisation générale de la finance qui a donné le pouvoir à ceux qui l'ont de faire un chantage permanent en disant si on fait pas, vous faites pas les politiques que nous voulons, nous irons ailleurs, d'une part, et qui d'autre part a permis le développement de cette finance spéculative folle qui a fait plein de scandales, plein de faillites financières, plein de catastrophes, et notamment la grande crise mondiale financière déclenchée en 2008, qui est à l'origine de notre crise économique, de nos problèmes de dette et de finances publiques. C'est ça la réalité. Alors quand il y a eu la crise de 29, on ne va pas remonter si loin, mais la crise, vous venez de faire allusion à cette crise de 2007-2008, les subprimes, on a cru après, de bonne foi, beaucoup de gens ont cru que les dirigeants, nos responsables politiques avaient pris les bonnes décisions depuis 2007-2008 pour que justement cette crise ne se reproduise pas. Et vous dites pas du tout. On est peut-être face à une crise encore plus grave. Bien sûr, parce qu'en réalité, vous voyez, on évoquait François Hollande, c'est le moment, une de ses promesses, il disait « je suis l'ennemi de la finance, je vais réguler la finance, etc. » Il n'a rien fait pour réguler la finance spéculative. L'Europe n'a quasiment rien fait. Les États-Unis un tout petit peu pour les banques, mais pas ce qui était nécessaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les produits financiers toxiques, purement spéculatifs, qui sont à l'origine des crises, qui ont été à l'origine de la crise 2008, sont toujours légaux, sont toujours autorisés. Quand la Banque centrale européenne inonde les marchés de liquidité, ça ne relance pas l'économie, puisque pour relancer l'économie, il faudrait que les gens investissent avec le crédit. Oui, ce sont des centaines de milliards d'euros. Il faudrait qu'il y ait des perspectives de croissance, où part cet argent, où est-ce qu'il part cet argent? Eh bien, soit il ne sert à rien, parce que les banques ne savent pas à qui prêter ces liquidités, parce qu'il n'y a pas d'investisseurs qui en demandent. Alors, ça va au contraire nourrir des activités spéculatives, ça va nourrir des bulles spéculatives sur d'autres marchés étrangers émergents, c'est-à-dire que le problème que nous avions chez nous, on est en train de l'exporter ailleurs. Et bref, tous les experts de la Banque des règlements internationaux, de l'OCDE, qui s'occupent de finances, n'arrêtent pas de se tirer les sonnettes d'alarme en disant on a encore plus de surendettement privé, encore plus de risques financiers que nous n'en avions en 2008. Et on n'a rien fait pour réguler ça et pour l'empêcher. Donc vous pensez que la crise que vous annoncez, que vous dites imminente, sera encore pire que celle de 2008 ? Ah ben oui, parce que les États ont en grande partie épuisé une large partie de leur marge de manœuvre budgétaire à essayer de sauver le système bancaire, à encaisser le choc d'une récession qui a été provoquée par la crise financière au lieu de lutter contre par des investissements publics, à dilapider de l'argent public, par exemple en faisant en France des baisses de charges, etc., pour des entreprises sans que ça n'ait aucun effet en termes d'emploi, alors qu'il aurait fallu investir dans des activités qui créent de l'activité et de l'emploi. Donc en effet, la crise qui s'annonce sera pire et on aura des marges de manœuvre encore moins. Alors Jacques Généreux, quand on voit l'offre politique qui s'annonce, Trump aux États-Unis, François Fillon peut-être en France, avec des discours plus protectionnistes, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, le fait qu'il y ait besoin aujourd'hui de protection, c'est une évidence. Parce que le fait d'être ouvert à tous les vents de la finance libre, c'est un scandale. Et donc la France devrait, et ça fait partie des programmes que je soutiens, notamment de Jean-Luc Mélenchon, devrait, de manière unilatérale, même si l'Europe n'est pas d'accord, prendre des mesures d'urgence pour se protéger contre la libre circulation donc des produits pas contre financiers une dose de protection toxiques. Il faut, bien évidemment qu'il faut de la protection. Il faut une concurrence, mais une concurrence émulation, pas une concurrence, pas
pas une guerre économique déloyale où les États européens se font la guerre et si les uns nous contre les fermons autres. nos marchés... Il ne s'agit pas de fermer, comme Oui. j'explique bien dans le livre. Quand on dit régulation ou protectionnisme, c'est pas la fermeture des frontières. Ça, c'est de la désinformation. La protection, c'est la saine concurrence. C'est le fait que quand on se fait de la concurrence entre Allemands, Hongrois et Français, on le fasse à égalité, avec les mêmes conditions pour les entreprises et les travailleurs, donc les mêmes conditions sociales, les mêmes conditions fiscales. Ça, c'est de la bonne concurrence. Autrement, vous avez la guerre. Et la guerre, ça fait quoi? Comme l'a dit François Hollande hier, encore une grosse bêtise, qu'il a dit le pire danger, c'est le protectionnisme. Non, le pire danger, c'est la guerre économique à tout va, qui détruit la solidarité entre les peuples européens, qui est en train de détruire l'Union européenne, et qui fait que toutes les populations, les classes ouvrières qui se sentent abandonnées, deviennent quoi? Nationalistes, et votent partout pour des mouvements souvent d'extrême droite, très nationalistes, voire xénophobes. C'est ça qu'ils sont en train de fabriquer avec leur libre-échange mondial. Vous parlez d'ailleurs dans cet esprit-là à une mort programmée de l'Union européenne. Vous dites, par exemple, on a vu le Brexit des Britanniques et le référendum dimanche en Italie, l'Union européenne a du souci à se faire, d'après vous? Mais évidemment, regardez, et là, le traitement de la crise a été catastrophique. Et là encore, François Hollande était malvenu hier de se présenter comme celui qui avait participé au sauvetage de la Grèce. Mais quelle honte, car la France et François Hollande ont fait partie des 18 pays qui se sont coalisés contre un des plus petits États, des plus massacrés, des plus affectés par la crise, pour lui faire un chantage épouvantable, pour l'humilier et pour le forcer contre l'avis réaffirmé du peuple grec à faire des politiques d'austérité stupides. C'est une honte. Mais tous les Européens ont vu ça. Et donc, on a déclenché partout en Europe une haine de cette Union européenne. Et ça, c'est très grave. Parce que moi, comme Mélenchon, nous sommes des pro-européens. Nous voudrions la sauver, cette Europe, en la refondant. Mais on ne la refonde pas en disant « Ah ben, on est d'accord avec tout et on ne change rien ». Non, il faut un rapport de force. Et donc, en effet, elle est programmée à l'explosion, elle est programmée à la destruction, et pas de la bonne manière. Ce sera par l'explosion des nationalismes, des gens qui sortiront de l'Union européenne, mais dans l'éclatement et dans la rivalité. Merci Jacques Généreux. Je rappelle le titre de votre livre passionnant, Quand l'empire de la bêtise surpasse celui de l'argent, la déconomie, aux éditions du Seuil. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du 64 minutes.